Bonjour à toutes et à tous. Donc tu interviens aussi avec la casquette Tweetboss. Voilà, Tweetbossies, au pluriel. Vous ne trompez pas de... Il y en a plusieurs qui tweetent, donc c'est plutôt rassurant. Enfin, là, dans la salle, en ce moment, c'est dur de tweeter. Hein. Ouais. On a tous essayé au premier rang. Je crois qu'on a transitoirement renoncé. En même temps, ça peut être sympa, 2 heures sans Twitter, juste pour voir conférence ce qui 2 nous heures sans manque. Twitter, ça permet de se concentrer vraiment sur le contenu. Voilà. On bosse le sujet. Nicolas, en gros, donc toi, pour le coup, tu es en direct avec les marques, tu conseilles, tu mets en place des stratégies. Comment tu perçois, quelle pérennité un petit peu pour Twitter? Comment on peut conseiller et encourager l'usage, quoi, aux différents étages de l'entreprise et des marques, en fait? Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a presque eu un excès de communication à l'occasion de l'entrée en bourse de Twitter, puis de la performance boursière, etc., qui a reposé des questions, mais au fond, ce sont des bonnes questions, parce que ça permet aux annonceurs et aux marques, aux entreprises, de se dire dans quel écosystème digital j'évolue, quel rôle Twitter joue. Et moi, ça me convainc davantage que Twitter, non seulement a un glorieux avenir, et que les boss ont raison d'être sur Twitter, mais ça oblige à redonner à Twitter sa juste place dans l'écosystème digital, me semble-t-il. Et pour moi, il y a 3 fonctions que remplit Twitter et que remplissent aujourd'hui et probablement demain personne d'autre, aucun autre service digital. La première, cette fonction de source d'information, voire de source authentifiée. Et donc ce qui est très intéressant dans Twitter, au fond, c'est que c'est l'AFP de tout le monde et c'est la capacité d'avoir en temps réel une information sourcée, pour peu que le compte soit clairement identifié, soit certifié par Twitter, soit parce qu'on connaît la personne depuis suffisamment longtemps, on la suit depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'elle est fiable et que c'est bien elle qui est derrière son compte Twitter et que ce n'est pas un fake. Et donc ça permet d'avoir une parole sourcée, immédiate, instantanée, et au passage, pour les dirigeants, très contrôlée. Il y a moins de risques à envoyer un tweet pour démentir ou faire passer une information que à se trouver face à face à un journaliste auquel on ne sait pas toujours répondre face à des questions insistantes. Ça, c'est la première fonction, cette fonction de système d'information. La deuxième fonction, c'est que Twitter est le meilleur ami des médias, et le meilleur complément des médias. Une fois de plus, je ne suis pas payé par Twitter, je tiens à le dire. Ici, j'ai une autre fonction. Bon non, j'ai une autre. D'ailleurs, je le regrette vivement. Si je pouvais avoir des goodies, des trucs pour mes enfants, ce serait quand même top sympa. Ça peut avec tout le bien que je dis de vous, mais plus sérieusement, c'est le meilleur ami des médias. C'est le meilleur ami des grands médias. On le voit sur le foot, etc. Mais c'est aussi le meilleur ami des petits médias. Moi, j'ai un tiers de l'audience de mon blog qui vient de Twitter. Et donc, à un moment donné, plus Twitter se développe, plus l'audience se développe. Et la troisième dimension sur laquelle je trouve les annonceurs globalement sont en retard, en particulier en France, c'est la dimension relation client. Je pense qu'on peut tous faire l'expérience. Si vous arrivez à l'aéroport Charles de Gaulle et que votre valise met 1 heure à arriver et que vous vous plaignez à qui que ce soit sur place, ça ne servira à rien, il n'y aura pas d'effet. Si vous envoyez un tweet, même si vous n'avez pas forcément une grosse audience, vous allez dans les 2 heures recevoir un coup de fil avec des miles, donc je vous recommande de le faire, c'est quand même cool, avec des miles de la part d'Air France. C'est ça la logique de la relation client, et donc la caisse de résonance, petite ou grande, mais un petit tweet peut être retweeté puissamment, donc il faut faire attention, fait que les marques vont traiter particulièrement bien les gens sur Twitter, donc rien que ça pourrait être une raison d'être sur Twitter. Quel écosystème en fait, tu recommandes de mettre en place quand il y a une décision de dire on monte un compte Twitter pour un directeur d'entreprise, on monte un compte Twitter et une stratégie Twitter dans une logique corporate autour de la boîte, et puis après les comptes Twitter qu'on va activer sur les marques directement. Comment ça s'organise et quels sont tes recos? Alors, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a intérêt à segmenter les comptes Twitter dans les grandes entreprises et en particulier à ne pas tout mélanger entre le compte de l'entreprise, voire les comptes de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises, en particulier anglo-saxonnes, ont compris l'intérêt d'avoir un compte spécifique pour tout ce qui est relations clients, gestion des problèmes, etc., qui n'est pas le même compte que le compte corporate, qui n'est pas le même compte que, etc. Et évidemment, le compte Twitter du patron, pour peu qu'il en ait un, ou qu'il ait envie que ce compte soit connu, puisqu'un certain de manière masquée, juste pour écouter, ce qui est tout à fait respectable et pas forcément pour participer au débat et à la conversation permanente. Donc il faut gérer un écosystème Twitter au sein de l'écosystème digital. Après, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels dans cette salle qui savent qu'il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde, il n'y a que des cas particuliers et que la capacité de mettre en place pour une entreprise donnée, sur un marché donné, à un moment donné, le système digital le plus performant. Alors, il y a aussi parfois des limites, c'est-à-dire que parfois on démarre le premier compte
compte du boss, justement. Ouais. Et donc, il y a toute une cristallisation autour de ce compte. Le président devient le responsable du SAV, le directeur marketing et autres. Donc, je crois que tu as une ou deux expériences comme ça. Oui, qui alors, fait que il faut pouvoir le faire dans une intelligence, avec intelligence et arriver avec un écosystème complet pour pas mettre trop de pression parfois sur un compte unique, quoi. Voilà, c'est sûr, parce qu'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de patrons, en particulier de patrons un peu médiatiques, disent « Oh là là, je vais faire attention de ne pas être sur Twitter », c'est le risque d'être alpagué en quelque sorte sur le moindre sujet, le moindre problème, la moindre difficulté à une caisse si je suis Système U ou sur le quai d'un train si je suis Guillaume Pépite. Donc il y a effectivement cette question peut se poser. Et là, deux remarques. La première, c'est que personne ne s'attend à ce qu'un patron soit en permanence sur Twitter, à l'affût et la capacité de répondre à tout le monde tout le temps. Un des comptes les plus suivis en France, c'est celui de Xavier Niel. C'est probablement celui qui a fait le moins de tweets de sa vie. Et personne ne dit c'est un salaud, il ne répond pas aux gens qui lui parlent sur Twitter. Ce n'est pas le sujet. Donc la présence ne signifie pas une surprésence et une surexposition. Et deuxièmement, il est clair qu'il faut que l'entreprise joue son rôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une des raisons pour lesquelles Serge Papin a dit, à mon avis transitoirement, mais je me retire de Twitter, c'était parce qu'il était en train de lancer un compte pour Système U et qu'il était impératif qu'un certain nombre de sujets qu'il incarnait lui-même aillent sur le compte de l'entreprise, de façon à ce que la structure de l'entreprise puisse répondre et pas sur son compte personnel. Mais bon, à l'inverse, on constate tous les jours dans le monde entier que les social CEO, il y a encore pas mal d'études, allez sur le compte Tweetbosses, vous verrez dans les 3 dernières études sur les social CEO, que globalement, les social CEO ont un certain nombre d'avantages par rapport aux autres, perçus et par l'interne, en termes de recrutement, en termes de communication interne et éventuellement par l'externe, par les clients. C'est vrai dans le B2B comme dans le B2C. Donc en gros, la logique, c'est d'avoir un juste équilibre entre les différents comptes. Et du coup, derrière, ça pose la question de qui sont ces profils qui vont les alimenter, qui vont interagir, plutôt côté agence, côté entreprise. C'est quoi en gros ta philosophie là-dessus ? Moi, je pense qu'à moyen terme, le digital doit être intégré dans les entreprises, le community management doit se faire au plus haut niveau dans les entreprises, et donc le rôle que les agences peuvent éventuellement jouer en la matière, c'est un rôle d'accompagnement, de conseil et éventuellement de ressources outsourcées en attendant que les ressources soient internalisées. Mais pour moi, ça ne fait pas de sens qu'un sujet aussi important que ce qu'on dit en temps réel d'essentiel sur l'entreprise soit tenu durablement par un partenaire extérieur. Et donc, on sait qu'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de patrons sont sur Twitter, c'est la capacité de se connecter directement aux journalistes, de créer des conditions d'une relation, de confiance, de messages réguliers aux journalistes les plus influents. Si vous faites, comme je l'ai fait moi récemment d'ailleurs, sur l'analyse de votre compte de qui vous suit, vous verrez que les gens les plus puissants qui vous suivent sont les médias, en 1, Rue 89, en 2, l'Express, etc. Donc l'intérêt pour un patron, c'est d'avoir cette relation permanente qui fait que le jour où il y a un problème, le jour où il y a une opportunité, ça, ils sauront la saisir, mais le jour où il y a un problème, on peut répondre de manière directe, on peut éviter qu'un article sorte sans que la voix de l'entreprise ait pu être entendue, et donc ce crédit-là est extrêmement important. Donc une des raisons, je dirais, s'il en fallait une, pour les patrons d'être sur Twitter, c'est aussi le fait d'avoir une relation très, très directe et naturelle avec des journalistes qui peuvent écrire dans 2 heures quelque chose de juste ou quelque chose qui ne l'est pas suffisamment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, tu bosses sur un réseau international. Est-ce que tu observes en fait une maturité un peu plus forte dans d'autres pays, tu vois, je pense aux Nordiques ou en Angleterre ou ailleurs, par rapport à la France ou autre. Comment tu vois un peu cette perception en fait, de Twitter par rapport aux zones sur lesquelles tu travailles ? Moi, je dirais que la France, c'est pas, me semble-t-il, les gens de Twitter sont mieux placés que moi pour en parler, le pays aujourd'hui le plus en avance en termes d'usage. Les anglo-saxons sont globalement devant. Maintenant, je pense que, comme toujours, la France démarre tardivement et rattrape brillamment son retard. Donc, je pense qu'on va être dans la phase de rattrapage brillant de la France sur Twitter. Après, c'est vrai que ce que je constate, c'est qu'évidemment, là, on parle de Twitter, parce que c'est le thème de la journée, c'est Twitter et
tous les autres systèmes. Et donc, pour moi, c'est pas un sujet, c'est pas Twitter contre Instagram, c'est Twitter avec Instagram, ou c'est pas Twitter contre Facebook, c'est Twitter avec Facebook. Donc, ce que je crois, c'est que les gens apprennent en marchant, parce qu'il y a des nouveaux services qui sortent tous les jours et qu'on réintègre dans les écosystèmes digitaux, à trouver la juste place de Twitter. Donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de bien comprendre comment chacun des médias digitaux et bien évidemment les médias non digitaux, tout fait partie du brand content. Je dis ça avec un clin d'œil pour ceux qui ont suivi le débat sur Twitter cette semaine au sujet de la notion même de brand content. Tout en faisant partie, il faut bien comprendre le rôle de chacun pour pouvoir optimiser l'usage de ces outils. Dernière question, toi en tant que Tweetos, quel conseil t'aurais justement à quelle période de la journée, sur quel thème, est-ce que tu changes de langue en fonction des heures, c'est quoi un peu tes secrets que tu pourrais partager en termes de tout? Alors, le problème de la langue, moi, je ne l'ai pas résolu, puisqu'à un moment donné, je l'ai mal résolu en ouvrant 2 comptes Twitter, un en français et un en anglais, et en fait, c'est ingérable. Donc, ce n'est pas la bonne idée. Donc, il fallait bien quelqu'un le tente pour pouvoir dire qu'il ne fallait pas le faire. Donc, je l'ai fait. Mais par contre, je m'intéresse plus au fond, j'allais dire, qu'à la question d'heure, parce que, par définition, le Twitter ne dort jamais, et donc, même si, quand on vit dans un monde plus international, un tweet à 2 h du matin peut avoir un énorme effet. Je raconte une anecdote, mais qui est 100% vérifiable sur la rapidité internationale de Twitter. Il se trouve que l'histoire se passe aux Philippines, où une créative qui s'appelle Corey Cruz, qui est une ancienne créative de TBWA, mais qui est maintenant chez un cousin d'Omnicom, BBDO là-bas, m'envoie un tweet en disant Nicolas, on lance une opération pour lever des fonds pour les Philippines, mais sauf que chez nous, il est 18 h, on ne va jamais réussir à lancer une opération qui s'appelait Unselfie, #Unselfie. Le principe consistait à remplacer sa photo de profil par une feuille de papier avec directement le nom de l'organisme à qui on pouvait donner des fonds, la Croix-Rouge, UNICEF ou qui on voulait. Est-ce que toi, tu peux, il n'est que midi en Europe, est-ce que tu peux nous aider? Et donc, je fais un tweet, je ne fais pas qu'un tweet, mais je fais aussi un post sur le blog. Je balance ça en anglais sur LinkedIn. Et j'ai la chance que ce soit repris dans la nuit par Mashable US, qui dit un publicitaire français reprend une initiative lancée aux Philippines, Unselfie, et donc qui du coup donne une caisse de résonance médiatique considérable à ce projet. Et 10 heures plus tard, John Kerry lui-même fait un Unselfie à la Maison-Blanche. Donc c'est ça l'effet magique de la rapidité, de l'instantanéité d'une information qui perce. Le compte de Corey Cruz sur Twitter, ça doit être, je ne sais pas, 500 ou 600 followers. Le mien, c'est jamais que 25 000 personnes. Je ne suis pas Nikos Aliagas. Et ça arrive pas encore. Oui. Bien sûr, ça peut arriver. Hein. C'est pas avec les tweets que vous êtes en train de ne pas faire que je vais y arriver. Mais en l'occurrence, en 24 heures, on passe de une personne qui sur Twitter a 500 followers, enfin, je n'ai pas vérifié le compte de Corey Cruz récemment, mais c'est autour de ça, à John Kerry qui fait un selfie repris dans les médias. Donc c'est ça la force de Twitter, c'est de l'information ultra rapide. Donc pour moi, la clé, pour revenir à ta question de conseil, c'est premièrement de contrôler le message. Donc je redis, pour un président ou un boss, il faut relire ses tweets avant de les envoyer, relire l'orthographe, parce qu'on se fait tacler très vite. Il n'y a pas que les joueurs de foot qui font des fautes d'orthographe. Enfin, je crois qu'ils en font plus que les autres, mais il n'y a pas que. Nasri, c'était pas mal quand même. Voilà, celui-là était quand même énorme. Ouais. Je me demande s'il n'a pas fait exprès. Non, il y a peut-être une pub avec Becherel qui va sortir dans quelques semaines, on ne sait pas encore. Ouais, non, je pense que c'est une opportunité effectivement pour que Becherel prenne le lead sur ce marché. Mais en l'occurrence, donc relire ce tweet évidemment, et puis cette question, c'est plutôt le bon message au bon moment que l'heure dans l'absolu à laquelle on tweet, même si on peut assez facilement voir qu'on a une audience plus ou moins importante à certains moments de la journée. Ok. Mais écoute, je te remercie beaucoup d'être venu ce matin partager tout ça. Et bonne journée. Merci beaucoup.